Acrobate, contorsionniste, illusionniste, magicien, entrepreneur, maître de l'évasion, acteur, débunker d'arnaques médiumniques, auteur et showman de génie, Harry Houdini a plutôt bien marqué les mémoires. Devenu célèbre au début du XXe siècle, entre autres pour ses fameuses évasions, il a multiplié les tours. De boîtes enchaînées plongées dans l'eau à des camisoles de force suspendues à un immeuble. Ce personnage si extraordinaire que son nom est devenu un verbe en anglais « Houdinize ». C'est son histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti. Harry Houdini est né le 24 mars 1874 à Budapest, en Hongrie, d'un père érudit juif et rabbin du nom de Mayer Samuel Weiss et de sa femme Cecilia. Erich, Eric de son prénom de naissance, est le quatrième garçon d'une famille de 7 enfants. Pour ce qui est de son nom, Houdini, il se l'est trouvé plus tard et on va y revenir. Alors la famille Weiss, elle quitte la Hongrie et s'installe aux États-Unis en 1878, alors que Harry est encore tout petit, il a à peine 4 ans. On ne sait pas vraiment ce qui a causé ce départ, mais c'est vrai qu'à cette période, les États-Unis semblent être un petit peu l'Eldorado, la terre de tous les possibles, et nombreux sont celles et ceux qui préfèrent quitter leurs conditions difficiles de vie pour tenter l'aventure sur le continent américain. Il y a beaucoup de candidats pour malheureusement très peu d'élus au rêve américain. La famille s'installe dans un premier temps à Appleton, dans le Wisconsin, où le père a trouvé un poste de rabbin dans une synagogue locale. Après quelque temps, le père les fait à nouveau déménager, cette fois dans une ville plus grande, à Milwaukee, à la hauteur de ses ambitions. Peut-être que, comme c'est plus grand, il va trouver plus facilement un job, de l'argent, etc. Alors, à peine âgé de 9 ans, Houdini se trouve une passion pour le contorsionnisme et le trapèze, et il se débrouille plutôt pas mal. Il se surnomme d'ailleurs lui-même le prince des airs. Mais en parallèle, les choses commencent un peu à se compliquer pour la famille Weiss. Ils ont une situation très précaire. Le père, comme je vous l'ai dit, cumule les petits boulots. La mère doit même se faire aider par des œuvres de charité. Et même le petit Harry est déscolarisé. Il arrête l'école et il trouve un petit job de distribution de journaux. Alors qu'Houdini a tout juste 11 ans, il y a un drame qui surgit. Il perd son grand frère Herman, qui n'a pas survécu à la tuberculose. Ajoutez en plus à ça que le papa d'Houdini lui met un petit peu la pression et il lui dit « Écoute, voilà, s'il venait à m'arriver quelque chose, tu dois prendre en charge la famille, il faudra que tu nous viennes en aide, que tu surveilles ta maman, etc. etc. » C'est avec toute cette pression, vous imaginez, il a que 11 ans, il est tout petit, que l'année suivante, à 12 ans, il pack quelques affaires comme ça dans un sac un petit peu de fortune et il décide d'aller voir ailleurs si la réussite lui sourit. Il envoie une carte postale à sa mère, quelque temps après, où il est écrit dessus « Je m'en vais au Texas, je rentrerai à la maison d'ici 1 an ». Le problème, c'est que il se trompe de train et au lieu d'arriver au Texas, il atterrit à Kansas City dans le Missouri. Et là, il va cumuler tout un tas de jobs, de petits boulots, cireur de chaussures, marchand, etc., etc. Et puis finalement, il va rejoindre son père qui s'est installé à New York depuis peu. Et le papa était aussi parti à New York dans l'espoir de faire fortune et voir si le sort lui serait plus favorable. En effet, New York semble plus clémente parce qu'il y a déjà la plus large communauté juive qui est déjà bien implantée là-bas. Mais rien n'est simple quand on est immigré. D'autant plus que Harry n'est plus scolarisé depuis un moment déjà. Il n'a pas d'autre choix. Il faut qu'il bosse pour survivre. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il court partout. Et quelque part, il est enchanté par New York parce que ça grouille, ça bouge, ça vit. Il adore passer devant les amusement parks, vous voyez, ces petits parcs d'attractions, espèces de foires de l'époque. Et il s'adonne là-bas, entre autres, à des compétitions. Il est aussi très sportif. Compétitions de boxe, de course à pied, de natation. D'ailleurs, il remporte beaucoup de prix. Il est très athlétique. Il le sait. Alors oui, il n'est pas bien grand, Houdini. Mais il est vif, il est fort, il est endurant. Il va réussir. Alors qu'il est jeune adolescent, Harry tombe sur la biographie du célèbre magicien français
Mémoires de Robert Houdin. Et ce livre, ça va être un déclencheur, un électrochoc pour lui. Ça devient son livre de chevet, ça devient sa Bible. Il est subjugué et il est tellement subjugué qu'il décide de changer son nom, de suivre les pas de ce célèbre magicien. Il reprend donc le nom de Robert Houdin, auquel il ajoute un « i » pour faire Houdini. Son prénom de naissance, je vous l'ai dit, c'est Erich. Alors, je ne sais pas si on prononce Erich ou Eric. N'empêche que son diminutif, quand sa famille l'appelait, etc., il l'appelait souvent Harry. Donc lui, il transforme Harry en Harry. Harry Houdini est né. Il a 17 ans quand il forme un numéro avec ses collègues, avec ses amis, une troupe qu'il appelle The Brothers Houdini. Le point culminant de leur spectacle est appelé Métamorphosis. Houdini va l'exécuter, ce numéro-là, tout au long de sa carrière. Dans ce tour, Houdini a les mains liées. Il est attaché avec des cordes dans un sac, puis enfermé dans un coffre. Le coffre est poussé dans une armoire à rideaux, 3 coups sont frappés et Houdini apparaît immédiatement libre. Et lorsque le camion s'ouvre, c'est à présent un de ses complices qui est attaché dans le sac. Ça, c'est un tour célèbre dont vous voyez quelques images. En 1894, alors qu'il est en train de faire une performance à Coney Island, Harry rencontre Beatrice Rayner, alias Bess, une showgirl, dans un acte appelé The Floral Sisters. Et là, c'est le coup de foudre. Après seulement 3 semaines à ce date, à lui faire la cour, tout ça, Harry et Bess se marient. À la grande, d'ailleurs, au grand désespoir de la maman catholique allemande hyper stricte de Bess, qui a refusé par la suite de parler à sa fille à cause du nouveau gendre. Elle pensait qu'il était le diable et pendant de nombreuses années, elle lui a pas adressé la parole. Alors, Bess et Harry, ils vont travailler ensemble. Ils vont renommer leurs numéros The Houdinis. Harry et Bess, ils vont jouer dans des brasseries, ils jouent dans des petits musées, ils voyagent avec des cirques, des spectacles itinérants à travers tous les États-Unis et le Canada. C'est pas évident. Pour joindre les deux bouts, Harry exécute aussi des numéros de magie en solo, notamment en tant que roi des cartes, et bien d'autres petits spectacles. Mais on peut pas dire que ça cartonne pour eux, pas du tout même. Personne ne veut vraiment d'eux, les lieux renommés n'achètent pas leurs shows, donc forcément ils ne peuvent pas vraiment performer et faire beaucoup de bénéfices. Mais retenez bien le fil rouge de toute cette histoire. Houdini n'abandonne jamais. En 1899, voici que la chance sourit à Harry lorsque l'impresario de vaudeville Martin Beck assiste à son numéro dans le Minnesota. Il le book pour toute une série de représentations. Houdini, pour faire sa promotion, et là c'est un coup de génie qu'il fait, il va cumuler les apparitions en s'échappant des menottes et des cellules de prison dans les postes de police locaux, notamment à San Francisco, à Chicago. Il effectue ses évasions à moitié nu pour prouver qu'il ne porte pas de clé sur lui. Ces évasions commencent à faire parler, elles font la une des journaux locaux. Après ce succès, Beck organise une tournée européenne. Donc là, pour Bess et Harry, c'est le jackpot, ça y est, il se dit c'est parti. On va aller en Europe, on va cartonner, on va faire notre numéro là-bas, etc. Mais lorsqu'ils arrivent à Londres au début de 1900, ils découvrent en fait que les réservations ne sont pas garanties pour eux. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont à l'essai. D'ailleurs, lors de sa première performance, Houdini est directement mis au défi de manière plutôt inattendue sur scène par un artiste d'évasion, un rival du nom de Cyrnoch. Alors là, Houdini, il adore ça. Hein. Lui, il faut pas le défier. Hein. Ok, il est mis au défi. Eh bien, il va battre avec une paire de menottes Beyond Giant. Il va battre son rival. Et bientôt, les exploits d'Houdini, à la fois sur scène, mais aussi hors scène, parce qu'il est très fort pour se promouvoir, attirent l'attention et l'imagination du public. Houdini se présente comme l'Américain insaisissable. D'ailleurs, à partir de ce moment, il prétendra toujours être né à Appleton dans le Wisconsin, alors que il est né en Hongrie. Ça sera révélé qu'après sa mort.
En plus d'être celui qu'on considère souvent comme le pionnier de l'évasion et le meilleur encore à ce jour, Houdini, comme je l'ai dit, c'est aussi un maître en termes de promotion. Ça, il sait y faire. Il est avenant, il est gentil, mais il est en même temps mystérieux et il paraît n'avoir peur de rien. Il paraît être capable de tout, même de l'impossible. Et l'impossible, c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Houdini est très vite surnommé The Handcuff King. Il faut traduire ça par le roi des menottes, parce qu'il arrive à se défaire de toutes les menottes possibles et inimaginables. Et il va devenir une sensation. Il bat des records de fréquentation dans tous les théâtres, que ce soit en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles. Dans un théâtre, les portes ont dû être d'ailleurs enlevées pour accueillir les foules massives. Il y a limite des émeutes pour les billets. Tout le monde veut voir ce phénomène qui semble pouvoir s'échapper de n'importe quelle situation. À l'hippodrome de Londres en 1904, Houdini, alors âgé de 30 ans, est mis au défi par le journal le London Daily Mirror. Et le défi consiste à s'échapper d'une paire de menottes spécialement conçue. Cette paire de menottes a pris plusieurs années à être conçue et fabriquée par un serrurier de Birmingham, 5 ans exactement. Il s'en libère après 1h30. Pour vous dire la façon exacte dont il s'est échappé de ces menottes conçues spécialement pour l'occasion, elle est encore vivement débattue aujourd'hui, et c'était il y a presque 120 ans. Le succès d'Houdini se poursuit à l'étranger, où là il attire les foules à guichets fermés toujours, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Russie. Son évasion d'une cellule de transport sibérienne et son défi à la police allemande devant le tribunal deviennent légendaires. Houdini rentre aux États-Unis en 1905, il se fait appeler la sensation européenne, et là il va se faire remarquer. Il va se faire remarquer avec un tour assez exceptionnel. Il va s'échapper d'une prison qui s'appelle Murderer Row, et non seulement il s'en échappe, mais en plus il libère tous les prisonniers, et en fait il déplace les prisonniers dans des cellules différentes. Houdini continue à repousser les limites. Maintenant, c'est pas seulement des menottes avec lesquelles il opère, mais c'est avec tout ce que vous pouvez imaginer. Il se libère de sacs de courrier du gouvernement, de ballons de football géants, de chaudières, de caisses d'emballage, d'un navire condamné et même du ventre d'un gigantesque monstre marin qui s'était échoué dans le port de Boston. À New York, il s'échappe d'une caisse d'emballage après qu'elle ait été clouée et jetée dans l'East River. Il s'échappe plus tard d'une camisole de force alors qu'il était suspendu par ses chevilles dans les airs. Toutes ces escapades en plein air attirent à chaque fois des dizaines de milliers de spectateurs. C'est un show que personne ne veut rater. Et en plus, il ajoute l'eau. L'eau, c'est le sujet sur lequel Houdini travaille depuis un moment, une obsession. Il se dit qu'à l'âge de 5 ans, Houdini a connu une expérience de mort imminente après avoir presque failli se noyer en tombant dans un lac gelé. Cet épisode de sa vie l'aurait-il, on ne sait pas trop, là je suppose, est-ce que ça l'a tellement traumatisé au point de vouloir se confronter sans cesse à cette peur et de la repousser? Ou bien est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas péri lors de cet accident, lors de cet événement traumatique, qu'il s'est dit que l'eau ne pourrait pas le tuer? Toujours est-il que le voilà à s'entraîner, à nager, à courir comme il le fait toujours. Il faut vraiment comprendre qu'Houdini, c'est un athlète de haut niveau, que ce soit sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan des émotions. C'est un grand, grand athlète. Et là, ce qu'il va faire en plus, c'est qu'il s'entraîne lors de séances interminables dans sa baignoire remplie d'eau, et pas n'importe quelle eau. L'eau, elle est froide, et il ajoute à ça des glaçons. Donc il fait des séances d'apnée, comme ça, dans cette baignoire glaciale. Il y reste le plus longtemps possible, ne pas respirer, ne se concentrer, maîtriser le corps, maîtriser l'esprit, toujours le contrôle de tout, et surtout, ça, c'est aussi Houdini.
Pour l'anecdote, il était capable d'ailleurs de rester plus de 3 minutes 30 en apnée et je peux vous dire qu'il en avait besoin pour ses numéros. En 1908, Houdini va peu à peu abandonner les évasions avec les menottes. Peut-être qu'il a fait le tour du sujet, même s'il va en garder, il les refera. Et il introduit son évasion de Milk Can. Elle est très célèbre. Ça, c'est sa propre invention. Des affiches colorées sont là pour faire la promotion et sur l'affiche, il y a écrit « L'échec signifie une mort par noyade ». Voilà. Bon, rien que ça. Pour ce tour, en fait, Houdini s'enferme dans un bidon de lait géant rempli d'eau et il s'échappe alors tout en étant enfermé à l'intérieur d'une armoire à rideaux. Ah oui, dans le bidon de lait, il est aussi attaché, il est aussi menotté. Dans le cadre de l'effet, Houdini a invité les membres du public à retenir leur souffle avec lui pendant qu'il est à l'intérieur de la boîte, pour qu'on réalise à quel point c'est complexe de rester en apnée comme ça. Et en plus, il y a un effet de claustrophobie qui est ajouté, qui est additionné. L'année suivante, Houdini est à présent fasciné par l'aviation. Il achète un avion et il sera d'ailleurs le premier homme à voler en Australie. Il y a un truc qui a le don d'énerver particulièrement Houdini. Ce sont les copycats, les personnes qui le copient, qui le plagient, qui reprennent ses tours. Ça, il ne supporte pas. En effet, depuis son succès, de nombreux artistes tentent de recopier toutes ces évasions ou de se proclamer comme étant le nouvel Houdini ou plus fort qu'Houdini, entre autres. Et lui, ça, il aime pas ça du tout. C'est lui le plus grand, c'est lui le plus fort. Alors Houdini, il a un ego surdimensionné. Cet ego est animé par sa passion pour ce qu'il fait. Et dans beaucoup de biographies, notamment de connaisseurs, de biographes d'Houdini, d'historiens sur le sujet, ils expliquent qu'Houdini, il n'était pas fou en fait. Parce que s'il avait été, je mets des guillemets, fou, il serait mort lors de ses tours. Et ce qu'il avait toujours en ligne de mire, c'était le succès. Il faut qu'il soit numéro 1, il faut qu'il soit le plus grand magicien de tous les temps. Petite parenthèse, mais en ce sens, sur le côté obsessionnel de la perfection et de la performance, il me fait beaucoup penser à Michael Jackson. Michael, il avait ce type d'obsession, notamment lorsqu'il a écrit Thriller. D'ailleurs, Thriller est l'album le plus vendu de tous les temps. C'était obsessionnel chez lui. Il écrivait ça sur tous les miroirs de chez lui. Il faut que je sois le numéro 1, il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois le plus grand, il faut que je sois le plus grand performeur de tous les temps. Houdini et lui ont ça en commun. Donc, il supporte pas qu'on fasse pareil que lui, parce que du coup, il n'est plus le seul à le faire. Alors, il se dit quoi? Il faut que je fasse encore plus grand. Il faut que je fasse des choses que personne ne puisse imiter. Houdini présente alors son évasion scénique la plus célèbre en 1912, la Water Torture Cell, aussi appelée plus tard la Chinese Water Torture Cell. Cela va devenir son numéro phare pour les 14 prochaines années. L'acte est si audacieux, si fou, que personne pratiquement ne tente de le faire. En quoi consiste le Water Torture Cell? Il est pendu par les pieds, qui sont eux-mêmes bloqués. Il est ensuite plongé à l'envers dans un réservoir d'eau. Dans sa première version de l'évasion, il est également enfermé dans une cage en acier. Après plusieurs minutes de suspense insoutenable, Houdini sort de l'armoire libre. La cellule, quant à elle, est toujours bien verrouillée. Il faut réaliser que Houdini il a toujours voué une adoration sans borne pour sa maman. Déjà petit, quand elle venait le voir lors de ses numéros et qu'il l'apercevait, il voyait qu'elle était là. La première chose qu'il faisait, c'était qu'il notait dans ses cahiers personnels « Maman m'a vu, maman était là ». Son amour ne faiblira jamais avec le temps. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa mère et aussi pour sa femme, Bess. Il signe d'ailleurs « Mes deux chéries » sur une jolie photo souvenir. Elles sont ses garde-fous, ses piliers, ses repères dans cette course folle au succès, à la reconnaissance, à la performance. En 1913, la maman d'Houdini meurt d'un accident vasculaire cérébral. Et là, le monde s'écroule pour lui. Pour le restant de ses jours, il pleurera sa mère. Et ça va encore plus accentuer son obsession pour la mort. Il se met alors
à passer de longs moments seul dans des cimetières et spécialement dans les sections des personnes suicidées. Il erre, il est dévasté. Dans beaucoup de biographies, on lit que c'est à partir de ce moment qu'il développe aussi un intérêt très prononcé pour le spiritisme. Mais c'est pas tout à fait exact. Moi, je suis allée creuser. En fait, il avait déjà eu des expériences spirites, de contact avec des médiums, avant. Il en avait eu lorsque son frère, vous vous souvenez, il a perdu son frère Herman. Il avait déjà essayé de rentrer en contact avec Herman. Et ça va prendre encore plus après la mort de sa mère, mais dans les années qui suivent. Inlassablement, il va tenter de rentrer en contact avec sa maman. Lorsque sa maman décède, il prend une pause de quelques mois, et là, tout le monde se dit que ça y est, c'est terminé. Houdini, on va pas le revoir. Il est trop dévasté, voilà. Eh ben non. Lui, il revient sur scène, car Houdini n'abandonne jamais. En Californie, une évasion a failli lui coûter la vie. Celle où Houdini, menotté, doit s'échapper d'un coffre enterré sous terre. Rien que d'y penser, moi, je peux pas. Enfin, non, là, c'est trop d'angoisse, trop de stress. Il réussit en fait ce tour à plusieurs reprises, donc il teste à plusieurs profondeurs. Mais une fois arrivé à 6 pieds sous terre, là, il trouve le poids de la terre trop lourd pour s'en délivrer. Et pour la première et unique fois de sa carrière, il panique et il crie, il appelle à l'aide. Le souci, c'est que le tour est déjà en marche, il est déjà 6 pieds sous terre et que personne ne l'entend à cette distance, personne ne l'entend. Donc, là, il se recentre, on ne sait pas, on n'y était pas dans sa tête, mais j'imagine que là, il se dit non, il faut que je fasse quelque chose, personne ne m'entend crier. Il abandonne jamais, n'oubliez jamais ça, il n'abandonne jamais. Donc par volonté, par instinct de survie, il arrive in extremis à se frayer un chemin jusqu'à la surface. Mais là, il a besoin de l'aide des organisateurs pour le tirer et pour s'en sortir en fait. Là, ça a été la seule fois où je pense qu'il s'est fait vraiment peur. Il va encore enchaîner pas mal d'exploits dans les années suivantes, dont celui de survivre pendant 91 minutes dans un cercueil hermétique immergé dans la piscine de l'hôtel Shelton à New York. Il a répété l'exploit 2 fois de plus à Worcester et il exécute aussi une cascade enterré vivant sur scène dans laquelle il s'échappe d'un cercueil enterré, cette fois-ci sous une tonne de sable. Bon, voilà. Voilà. En octobre 1926, alors qu'il se produit à Montréal, au Canada, un jeune homme de 30 ans, du nom de J. Gordon Whitehead, demande à Houdini s'il est capable d'encaisser un coup de poing dans le ventre. Ça se faisait souvent, les gens le mettaient un petit peu au défi, comme ça, quand ils le croisaient. Alors, pour la parenthèse, Houdini, c'était quelqu'un de très abordable, de très accessible. Il était très proche de son public, il n'était pas hautain, il n'était pas méprisant. Donc ça lui arrivait souvent comme ça, qu'il discute et qu'on lui fasse des petits défis. Et puis là, voilà, ce monsieur lui dit « Allez, je peux te mettre un coup de poing pour voir vraiment si t'es l'homme le plus fort du monde. » Ce à quoi Houdini répond « Mais bien sûr que tu peux. » Et là, Whitehead, il frappe directement. Il frappe plusieurs fois Houdini dans le ventre. Et Houdini, il n'avait pas eu le temps de se préparer. Peut-être que il n'avait pas, je sais pas, comment on dit là, vous savez, contracté ses abdos ou que sais-je. Donc il s'était pas préparé, il a été surpris par les coups. Et dans les moments qui suivent, Houdini il ignore la douleur et la fièvre qui commence à s'installer. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il poursuit son prochain spectacle au Garrick Theatre de Detroit. Et là, pendant une performance, il lutte trop. La fièvre, elle est trop intense. Donc il se résout enfin à se rendre à l'hôpital. Lorsqu'Houdini est opéré, on découvre qu'il souffre d'une appendicite qui a déclenché d'ailleurs une péritonite. Et une deuxième opération et un sérum expérimental ne réussissent pas à le sauver. Houdini est décédé à 13h26, le jour d'Halloween, 31 octobre 1926, alors à peine âgé de 52 ans. Ses derniers mots ont été « Je suis fatigué de me battre ». Houdini emporte une partie de ses mystères dans sa tombe. Seule sa femme et son frère, qui est lui aussi un grand magicien, avaient connaissance d'une partie de ses secrets, de ses tours.
Houdini, il y a de ça bien longtemps, il les avait conviés. Il avait fait quelque chose de solennel, comme une espèce de cérémonie, un pacte, pendant lequel il leur avait fait promettre de ne jamais révéler ses secrets. J'aimerais qu'on revienne sur quand même une période importante de la vie d'Houdini, que j'ai pas abordée jusqu'à maintenant parce que je voulais consacrer cette partie-là. C'est la relation qu'entretenait Houdini avec les médiums, avec le spiritisme, avec le spiritualisme. Il faut savoir que ce qui a causé la perte du spiritisme, ou du moins son déclin, c'est l'accumulation au début du XXe siècle de fraudes, d'arnaques. Et ça, Houdini, il les a eues dans le collimateur. En 1922, Houdini passe ses vacances à Atlantic City avec le créateur de Sherlock Holmes, Monsieur Arthur Conan Doyle. Doyle, lui, c'est un partisan passionné du spiritisme. Houdini, lui, il est plutôt sceptique. Le débat entre les deux hommes devient public après que Doyle lui ait donné une séance au cours de laquelle il est persuadé que lui, donc Doyle, et la femme de Doyle ont contacté la mère d'Houdini. Donc, vous le savez que la mère d'Houdini, c'est un sujet très sensible pour lui. Donc, Doyle arrive comme ça devant Houdini, il lui dit « Oui, ma femme et moi, on a contacté ta mère, et blablabli, et blablablou. » Et là, ça va mettre très en colère Houdini. Très en colère. Du coup, ça va même gâcher leur amitié. La relation a complètement tourné au vinaigre après ça. Mais en même temps, ça ouvre une porte pour Houdini. Celle de débunker, c'est-à-dire à démasquer les médiums et leurs fraudes. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt aussi, on lit souvent que c'est dans les années 20, après la mort de sa mère, que Houdini a commencé à concentrer son énergie sur la démystification des médiums et spirites. Or, il s'y intéressait déjà avant, et bien des années après, et notamment après cet épisode de Doyle, ça a ouvert cette porte-là. Bien qu'il reste concentré sur la croyance que tout cela est faux, notamment après avoir croisé pas mal d'imposteurs, il commence à enquêter sur les méthodes et techniques avec pour objectif de le débunker tout en continuant à affirmer qu'il est ouvert à la potentialité que cela existe. Vous voyez, donc lui, c'est un enquêteur. Il débunk, il veut traquer les fraudes, mais il espère au fond de lui que ça existe. Ça me fait penser au Grand JD. Vous connaissez le Grand JD? Il fait ça, lui. Il fait des enquêtes paranormales. Il espère que ça existe, mais pour l'heure, après des années de vidéos et d'enquêtes qu'il a fait sur sa chaîne, il n'a pas réussi à avoir beaucoup d'expérience et de preuves. Mais il lâche pas l'affaire. Ben Houdini, c'est pareil. Alors, la plupart du temps, ils démontrent leurs trucs et méthodes sur scène. Et ce travail d'enquête et de débunk devient peu à peu plus fort même que la volonté de communiquer avec sa propre mère. Il est omnibulé par ça. Toujours dans un désir de prouver qu'il a l'esprit ouvert, Houdini conclut un pacte avec ses proches, et plus spécifiquement avec son épouse Bess. Écoutez bien ce pacte. Après sa mort, il prendrait contact avec eux si possible de l'autre côté. Pour éviter la fraude, et pour éviter que d'autres médiums affirment qu'ils ont réussi à rentrer en contact avec l'esprit d'Houdini, il va donner un code secret à sa femme Bess, afin qu'elle seule puisse deviner la légitimité du message. C'est-à-dire que s'il venait à mourir et s'il venait à y avoir des séances de spiritisme avec d'autres médiums, seule Bess est au courant du message qu'Houdini dirait. Si le message ne sort pas, c'est que c'est pas vrai. Et ce message était le suivant: Annabelle, believe. Lors de ces représentations, Houdini projette des diapositives de divers médiums et il dénonce leurs supposées capacités surnaturelles. Il répond également aux questions sur les faux médiums dans divers journaux à travers le pays. Il ne les supporte pas. Et en fait, ce qu'il supporte pas, c'est la capacité de certains à profiter de la détresse psychologique de personnes en deuil. Ça le met hors de lui. Et il a raison, j'ai envie de vous dire. C'est important de débunker. C'est important de dénoncer. Alors, Houdini, il écume les séances spirites. Il se faufile discrètement dans les séances de spiritisme. Il se déguise pour pas être reconnu. Il prend des notes. Il traque. Il recueille des preuves.
Et dès qu'il voit qu'une fraude est commise et qu'il capte le mécanisme de la fraude, on ne peut pas lui faire à l'envers, hein, c'est lui aussi, hein, il connaît tout ça. Hein. Il bondit, il arrache son costume et il révèle l'imposture. Il dit « Tiens, je t'ai grillé et tu as fait comme ça ». Et à chaque fois, tout ça c'est couvert par la presse. Il sort même un livre qui s'appelle « Un magicien parmi les médiums ». En 1923, Houdini rejoint un groupe constitué par le Scientific American Magazine qui offre une récompense pour tout médium pouvant prouver que leurs dons psychiques sont authentiques, qu'ils ont vraiment des capacités médiumniques. Houdini, à un moment donné, donc il a rejoint ce groupe de scientifiques, il apprend que le comité est dans l'impasse à propos d'un médium nommé Mina Crandon. Il entreprend immédiatement de démystifier Crandon en assistant à l'une de ses séances. Ce médium-là, Crandon, donnait du fil à retordre au comité. Et lui, donc, il laisse passer la séance. Et à la fin de la séance, il dit « Non, c'est bon, je l'ai, tout est fraude ». Et une fois de plus, il démontre la fraude. Houdini est décédé le jour d'Halloween, en 1926. Et comme je vous l'ai dit, ils avaient conclu un pacte avec Bess, avec son épouse. Et ce pacte aussi devait durer 10 ans. Pendant 10 ans, après sa mort, elle essaierait de le contacter. 10 ans, ni plus ni moins. Tous les jours de sa mort. Donc sa femme Bess, elle offre 10 000 $ à quiconque pourrait produire un message authentique, donc avec le code de l'esprit de son défunt mari. Chaque Halloween, pendant les 10 années suivantes, elle tient une séance espérant en vain que l'esprit de Houdini se manifeste. Le deuxième bâtiment, celui que vous voyez juste là, est le Knickerbocker Hotel. Un hôtel historique qui a été inauguré en 1923 et c'est un lieu mythique. Aujourd'hui, cet hôtel, c'est plutôt une résidence pour personnes âgées, mais ça n'a pas toujours été le cas. Marilyn Monroe, Elvis Presley, entre autres, sont passés par ici. Elvis, il a même occupé la chambre 10-16 quelque temps pendant qu'il tournait Love Me Tender. Il y a eu des événements tragiques ici. Alors, c'est pas de l'ordre, de l'ampleur du Cecil Hotel, mais tout de même. En 1962, la célèbre costumière hollywoodienne Irene Lenz se suicide en sautant de la fenêtre de sa chambre du 11e étage. C'était celle-ci, la petite que vous voyez là. Hop. Alors qu'elle a laissé une note de suicide derrière elle, son directeur commercial déclare à la presse « Irene, c'est la pression qui l'a tuée ». Quelques années plus tard, le 3 mars 1966, l'acteur vétéran William Frawley se promenait sur Hollywood Boulevard, qui est juste à 2 pas, vous le voyez ici. Vous voyez là, c'est Hollywood. Quand il est pris d'une douleur, il fait une crise cardiaque. Il s'effondre devant le hall, juste là, sur les marches de l'escalier de l'hôtel, et il décède dans le lobby. Je vais m'approcher, je vais essayer de vous filmer discrètement le lobby sans importuner les résidents du lieu. C'est assez légendaire. Alors, je pense pas que j'ai le droit d'être ici. Revenons à nos moutons. J'ai oublié de vous préciser aussi que pour Elvis Presley, il y a également des photos de lui que je vous diffuse à l'écran, notamment un shoot photo qu'il avait fait sur le toit. En 1970, il y a un gros projet de rénovation qui transforme cet hôtel en résidence pour personnes âgées. Alors, si je viens ici aujourd'hui, c'est parce que ce lieu concerne bien évidemment Houdini. Pourquoi ? C'est ici qu'a eu lieu la dernière séance spirit officielle de Bess, qui a en tentant de communiquer avec l'esprit de son mari, le 31 octobre 1936, soit 10 ans jour pour jour après la mort d'Houdini, le jour d'Halloween, le soir d'Halloween, sur le toit
va se dérouler cette séance. C'est la dernière chance. Rappelez-vous, le pacte est de 10 ans. Voilà 10 ans qu'Houdini est parti. Bess, elle mise beaucoup sur cette séance. La pression est à son comble. L'instant est grave. L'instant est solennel. Cette dernière séance est d'ailleurs couverte par la radio. Elle est diffusée dans le monde entier. Et vous retrouvez encore aujourd'hui l'audio de cette séance. Les médiums présents tentent de canaliser Houdini sur le toit, ici, que je suis en train de vous filmer. Et après plus d'une heure, il n'y a rien qui se passe. Et Bess demande alors que les lumières soient éteintes. Alors que la séance touche à sa fin, quelque chose va se produire. C'est un orage d'une violence inouïe, une mini-tempête. Tonnerre, éclairs, pluie diluvienne. Les participants apprendront plus tard que la tempête, écoutez bien, ne se serait produite nulle part ailleurs dans les alentours, mais uniquement ici, sur le toit de cet immeuble, de cet hôtel. Malgré cet événement, pas de contact avec Houdini, rien ne se passe. Sur place, on va alors poser cette terrible question à Bess. L'heure 0 est passée. Voici que les 10 ans sont écoulés. Est-ce que vous avez pris une décision? Et Bess répond, oui, Houdini ne s'est pas manifesté. Mon dernier espoir s'est envolé. Je ne crois pas que Houdini puisse revenir vers moi ou vers qui que ce soit. Après avoir suivi fidèlement notre pacte de 10 ans, après avoir utilisé tout type de médium et de séance, je peux confirmer que la communication spirituelle sous quelque forme que ce soit est impossible. Le sanctuaire Houdini a brûlé pendant 10 ans. J'éteins maintenant respectueusement la lumière. C'est fini. Bonne nuit, Harry. C'est touchant. C'est triste qu'elle n'ait pas eu ce message codé. C'est triste, mais on est quand même en droit de se poser la question que pourquoi cet orage? En effet, Larsen, un monsieur sur place, un témoin donc, écrira pour les personnes qui vivent pas en Californie, c'est rien de ouf. Mais pour la Californie, c'est étrange. Il n'y a pas d'averse ici, c'est très rare. Il se passe des mois sans pluie. Et quand il pleut, c'est pas une petite averse. Il pleut des cordes pendant des jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était pas ça le signe? Est-ce que les dieux étaient en colère? Est-ce que Houdini était en colère? Les journaux n'ont même pas abordé cet événement. Pourtant, moi, je m'interroge souvent. Ironiquement, ce qui était censé être cette dernière séance, c'est devenu une véritable industrie. Il y a eu toute une mise en place de séances spirites dans la période d'Halloween pour tenter de rentrer en contact avec le célèbre magicien. Je vais vous montrer un lieu où ces séances continuent encore. Vous allez apercevoir derrière cette route un très joli bâtiment qui s'appelle The Magic Castle, le château magique. Ce bâtiment est très ancien, enfin très ancien. Pour les États-Unis, c'est très ancien, il a été construit en 1909 et il est particulier. Il a changé de propriétaire à de nombreuses reprises, ce lieu, et il a été récupéré par un magicien du nom de William Larsen. Il était complètement en désuétude. Je vais me rapprocher pour vous en parler. Et donc Larsen a récupéré cette résidence pour en faire un repère officiel des magiciens. C'est ainsi qu'est née l'Academy of Magical Arts. C'est donc l'académie de magie, l'académie des magiciens, celle qui a vu les plus grands magiciens du monde passer. Ça se passe dans ce club très très sélect. Le Magic Castle, il faut savoir que c'est un des clubs, sinon le club, le plus sélect et le plus privé d'Hollywood, à comprendre secret. Ici, pourquoi secret? Parce qu'ici résident absolument tous les secrets des plus grands magiciens. Pour y entrer, il faut être membre, ou il faut être invité par un membre, et le dress code est également super exigeant. Je m'approche, vous voyez que
2 lions gardent l'entrée. Donc je vous disais, c'est un club ultra select et une fois à l'intérieur de ce château, de ce lieu, il y a un hall. Et de ce hall, vous ne pouvez pas encore entrer à l'intérieur de l'édifice. Il vous faut une phrase secrète, il vous faut un code secret que vous devez dire à voix haute à la statue d'un hibou qui est juste devant le hall pour y accéder. Et une fois à l'intérieur, vous êtes plongé dans un univers parallèle où tout n'est qu'illusion, tout n'est que magie. On est hors du temps. Il y a des magiciens d'ailleurs qui se produisent ici tous les soirs, dans plusieurs salles. Vous pouvez assister à leur spectacle tout en dînant ou en buvant un verre. À l'intérieur du Magic Castle, il y a aussi une bibliothèque. Et cette bibliothèque, elle est extrêmement restreinte d'accès parce qu'elle est même interdite aux visiteurs. Elle est réservée à quelques magiciens parce qu'elle contient des livres très anciens et introuvables qui sont des livres sur le secret des magiciens, entre autres. Pourquoi je vous montre ce Magic Castle? Eh bien, c'est parce qu'il y a aussi la fameuse Houdini Room, la pièce consacrée à Houdini, où se tiennent ponctuellement des séances spirites pour tenter de rentrer en contact avec Houdini lui-même. Dans la pièce, il y a des objets lui ayant appartenu, il y a des tableaux, les lieux sont chargés, mystérieux, à son image. En conclusion pour cette vidéo, les amis, waouh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus si ce n'est qu'on a affaire avec Houdini à un des plus grands, sinon le plus grand showman de tous les temps, de son époque, voilà. On en découvre, alors, tous les jours sur lui. Je me suis même inscrite à des Patreons d'une personne, en l'occurrence spécialiste sur Houdini, qui a consacré 30 ans de sa vie sur le sujet. C'est passionnant. C'est un personnage passionnant, énigmatique, qui fait encore couler beaucoup d'encre, qui génère encore beaucoup de fantasmes, de rêves, de réflexions. Vraiment, je vous invite à plonger dans son univers. Je vous ai mis les sources en barre de description parce que j'ai beaucoup lu, regardé de documentaires, voilà, décortiqué des sites de spécialistes sur le sujet. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour sa persévérance, pour son grain de folie, pour sa vision, pour sa gentillesse aussi. C'était un mec bien, Houdini. Et je vais vous laisser avec les mots d'un vieux monsieur qui a eu la chance de le croiser. Et regardez comme ce monsieur est ému. C'est lors d'une séance spirit, voilà, où on essaie de contacter l'esprit d'Houdini. Je trouve que les mots de ce monsieur, l'ayant croisé de son vivant, valent, voilà, tous mes blabla. Je vous laisse là. Likez, partagez, abonnez-vous. Des bisous. C'est ciao. Houdini meant an awful lot to me because I actually saw him when I was 4.5 years old, and it left an impression on me that will never leave me, I guess. He was a wonderful, wonderful person.